Une émission couleur de Radio-Canada. Cette immensité, c'est le Yukon. 5 lettres, 2 syllabes. Yukon. D'incroyables richesses se cachent sous ce nom curieux, et d'innombrables rêves se sont orientés vers cet authentique Eldorado. Ce pays au nord du 60e parallèle, au sud de la mer de Beaufort, est le plus étonnant qui soit. Le Yukon, qu'est-ce que c'est? Un vaste pays, certes, mais qui n'a qu'une seule ville importante peuplée de quelques 5000 habitants, la plupart des nouveaux venus, des débarqués de la veille. Allen Innes Taylor est venu ici assez jeune. Il faisait alors partie de la Gendarmerie royale du Canada. Ce pays, il le connaît bien. Ne l'a-t-il pas parcouru en long et en large? En fait, notre ami connaît la plupart des terres de l'Arctique, des îles Aléoutiennes, à la côte est du Groenland. Il connaît aussi l'Antarctique, puisqu'il navigua en compagnie de l'amiral Byrd. Ce voyage historique devait le ramener au Yukon, dont il devint le plus connu des historiens. L'histoire du Yukon est essentiellement la même en 1968 qu'il y a 70 ans. C'est un long récit de l'homme aux prises avec les éléments. Explorer le pays, découvrir ses richesses minérales, ces deux activités sont les mêmes, et ce n'est guère plus facile aujourd'hui qu'autrefois. L'histoire et le destin du Yukon se racontent au rythme des invasions dont il fut l'objet. Les hommes de 1898 furent les premiers. Ceux-là marchaient à pied. Ils entreprirent donc de construire la plus invraisemblable et la plus audacieuse ligne de chemin de fer jamais imaginée. La ligne White Pass et la Yukon serpentent pendant 110 milles le long des sentiers des mouflons et des chèvres sauvages. De Skagway sur le Pacifique à Whitehorse sur les rives de la rivière Yukon. Cet ancien portage devint en un clin d'œil une cour de triage aussi bien qu'un important port de navigation. Étrange bateau à roues et à fond plat, à la fois prolétaire cargo pour la navigation estivale et reine du Grand Nord comme somptueux hôtel flottant. Ceci dura un demi-siècle. Aujourd'hui, les neiges éternelles regardent un autre paysage dans la vallée. La seconde invasion, également Made in America, fut une invasion terrestre. L'époque 1943. Les Japonais avaient alors envahi les îles Aléoutiennes. Pour aller accueillir, comme il se doit, à ces détestables visiteurs, l'armée américaine construisit la route de l'Alaska. Ruban de gravier de 1500 milles entre la Colombie-Britannique et Fairbanks, Alaska. Enfin, une route carrossable pour développer le Yukon. La troisième invasion, celle que nous vivons en ce moment, est différente des autres en ce qu'elle est d'inspiration purement canadienne et non étrangère. Les émigrants sont canadiens, ou vont le devenir, et ce sont eux qui peupleront les espaces désolés du Grand Nord. L'invasion actuelle se fait par mer, par terre et par air. Depuis l'époque de la ruée vers l'or, la ville de Skagway en Alaska joue le même rôle de base à partir de laquelle les produits, l'équipement et la machinerie minière vont prendre le chemin du Yukon. L'invasion estivale est désormais touristique. Si les trains ont changé, la voie ferrée est la même,
et c'est le même sentier de chèvres sauvages tout le long de l'interminable White Pass du temps de la ruée vers l'or. Oui, le même sentier qui s'agrippe à la montagne et poursuit son chemin à travers 500 milles de lacs et de rivières, vers le lointain Klondike, le pays de l'or. Carcross, premier portage, si l'on peut dire, de la route du Nord. Réminiscence historique. C'est une jeune indienne qui donna le secret de l'or du Klondike à un prospecteur nommé Carmax. Aujourd'hui, les touristes font de la prospection sur le quai de la gare. L'or coule encore à flot, mais à rebours, si l'on peut dire. L'or est un papier vert appelé dollar et il vient du sud, apporté par plus de 108 000 touristes. Et le tourisme, c'est la seconde industrie du Yukon. Ils viennent de partout, aussi bien en train que dans leurs propres véhicules, afin de connaître ce fabuleux pays des Indiens, des minéraux et aussi de la police montée. Montée sur 350 chevaux vapeur. La poursuite n'est plus la même. En effet, le rôle de la police montée, on dit maintenant gendarmerie royale, a bien changé. Autrefois, ce corps policier expéditionnaire s'occupait surtout de protéger les personnes vivant isolées dans ce vaste territoire. Mais avec les routes, tout s'est transformé. Nous avons maintenant un problème de circulation, comme dans le sud. Automobiles, camions, les traîneaux à chiens sont définitivement remplacés. Un bon pourcentage de l'invasion d'après-guerre est constitué par des fonctionnaires gouvernementaux qui vivent désormais dans des logements modernes et subventionnés par l'État. Bien que les 17 000 personnes vivant au Yukon ne feraient que remplir notre forum de Montréal, on compte pas moins de 2400 employés civils et leurs familles. La plupart ne font qu'un court stage ici, puis ils quittent ce pays du froid pour retourner au sud. C'est de cette ville de fonctionnaires qu'émanent les ouvriers spécialisés ou les professions libérales. Académie, collège d'orientation, un hôpital, une bibliothèque, tout cela est neuf. Pour les gens qui sont ici depuis longtemps, la tutelle fédérale, pour tout ce qui concerne l'administration et l'expansion économique de la région, est plutôt frustrante. Les décisions sont prises trop loin, à Ottawa. Pour le jeune marié, surtout s'il est ouvrier, la vie n'est pas toujours rose. Les salaires sont élevés, mais tout coûte si cher. Et ça donne même lieu à des chansons. Me and my wife were hard-working souls trying to get ahead. We got 3 kids in a 2-room shack, we all sleep in the same old bed. How I pray to the Lord there'll be no more, 'cause there just ain't no room. Got the wife on one side, the kids on the other, gotta get another bed right soon. Every night when work is through, we all sit down and pray for a house with maybe 8 or 10 rooms, a real good place to stay. How I pray to the Lord there'll be no more, 'cause there just ain't no room. Got the wife on one side, the kids on the other, gotta get another bed right soon.
I'll get a raise in a month or two, then we can get a big old place. We'll have room and we'll have fun, and I won't have to say, oh, I pray to the Lord there'll be no more, 'cause there just ain't no room. Got the wife on one side, the kids on the other, gotta get another bed right soon. Gotta get another bed right soon. Gotta get another bed right soon. J'ai écrit cette chanson parce qu'ici, à Whitehorse, on a un terrible problème de logement. Je connais une grande quantité de travailleurs qui se sont trouvés des emplois ici, mais pas de maison. Le travail, il y en a, mais un toit pour loger sa femme et sa petite famille, c'est presque impossible à trouver. Des fois, on trouve quelque chose à louer, mais c'est généralement une pauvre bicoque du côté de Moccasin Flats ou encore Whiskey Flats. Construire une maison, les matériaux sont si chers, vous savez. Pensez que tout doit venir de l'extérieur. En effet, tout est cher. Et tout est compliqué par un climat dont la température varie de 90 degrés en été à 80 sous zéro l'hiver. La compagnie White Pass a partiellement résolu le problème du transport en adoptant le système des contenants, mais à quel prix? Whitehorse a toujours été le centre du transport, et ce, depuis 50 ans. Les cargos, les caboteurs, les barges remontent et descendent encore la rivière. Sur les berges vivent les bûcherons, les trappeurs, les prospecteurs. Along it live the woodcutter, the trapper, and the prospector. Autrefois, on déchargeait à la main. Maintenant, on a des machines géantes spéciales pour s'occuper des trains et de leurs contenants, qui seront alors véhiculés sur les routes du Yukon. Quand le Klondike était à son apogée, entre 1897 et 1902, il n'y avait pas assez de bateaux pour nourrir la population. C'est pourquoi certaines personnes ont oublié l'or et se sont consacrées à l'agriculture, surtout dans la région de Dawson. Mais avec la diminution de la population travaillant dans les mines, ce n'était pas aussi mécanisé à l'époque. L'agriculture elle-même diminua. Lewis Brown, lui, explora plutôt les possibilités de faire de l'élevage. Il était guide de chasse, il avait des chevaux, alors il s'est mis au travail pour faire pousser du foin sauvage au début. Plus tard, il fit l'essai d'autres animaux, les vaches par exemple. Et aujourd'hui, grâce à son courage et à sa détermination, Lewis Brown possède le ranch le plus important du Yukon. 14 têtes de bétail de race Highland. Le vent du Grand Nord est terrible pour l'homme et ses machines. Les routes sont constamment victimes du gel et du dégel. Les rivières se solidifient et les ponts craquent sous la pression. Il faut sans cesse réparer. À l'heure de la conquête et de la course vers l'espace, le Canada possède une version unique de cette course et de cette vitesse, mais horizontalement. Oui, dans le Grand Nord, l'espace est horizontal. Et le but n'est pas d'atteindre les étoiles, mais cette frontière qui recule sans cesse et qui cache d'immenses richesses. À 60 000 au nord du Klondike, on construit la charpente de ce qui sera une grande usine. Une usine qui traitera l'une des plus récentes et fantastiques découvertes minières, une montagne d'amiante. Oui, on fait pas mal d'argent ici. Nous travaillons 10 heures par jour, 6 jours par semaine. Mon contrat se termine dans 3 mois à peu près.
Ça veut dire que je serai encore ici pendant tout ce temps-là. Je vais peut-être prendre 1 ou 2 semaines de vacances et puis je reviendrai ici. Dans un endroit comme ici, on arrive à économiser de l'argent, vous savez. Il n'y a pas d'endroit au Canada qui a plus besoin de population que le Yukon. Ceux qui viendront et ceux qui viennent pour y demeurer ne devraient pas nécessairement avoir un tempérament aventurier. Nous avons besoin d'hommes et de femmes pour développer le pays. Pas seulement en ce qui concerne les richesses naturelles non renouvelables, mais les renouvelables aussi, comme l'agriculture, l'industrie forestière, le commerce en fabrication de tout produit. Ces gens seront ceux qui bâtiront des routes révolutionnaires. Bon, je sais que ça semble fantastique, mais il y a désormais des techniques permettant de garder les routes gelées pendant tout l'été. Tout alors sera possible. All summer long. This sounds fantastic, but it's possible. This is a northern development road. Cette nouvelle route pour développer le nord part de Karl Marx et aboutit à la rivière Ross. Ce genre de route va développer toutes les régions minérales rentables, dont plusieurs ne sont pas encore complètement explorées. Il y a des gens qui pensent que ces routes ne mènent nulle part. D'autres, plus réalistes cependant, savent bien que l'avenir du Yukon est dans ces routes. Au bout de celle-ci, il y a la corporation minière de Annville. Et dans 2 ans, les camions lourdement chargés de minerais, de fer, se dirigeront vers Haines, en Alaska, pour transport outre-mer. Beaucoup de fonctionnaires viennent ici dans l'espoir d'obtenir un avancement plus rapide qu'il n'est possible d'obtenir à l'extérieur, c'est-à-dire au sud. D'autres sont plutôt migrateurs ou en transit, si vous préférez. Dans le travail que je fais, la construction de routes, la plupart des ouvriers sont de ce type d'hommes. Ils sont venus ici parce qu'ils ont entendu dire qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner. En fait, les salaires sont généralement plus bas qu'à l'extérieur. Bien sûr, vous pouvez aller travailler dans le bois en été, mais vous devrez alors travailler 60 ou 70 heures par semaine pour un salaire qu'on peut gagner dans une semaine de 44 heures à l'extérieur. Et c'est pourquoi la plupart des ouvriers retournent au sud. Whereas maybe outside you'll probably work a 44-hour week. Usually they head out back to the outside again. Le Yukon est le pays où les routes qui, hier encore, ne menaient nulle part, sont aujourd'hui le cordon ombilical qui donne naissance à de nouvelles villes. Ross River en est un exemple. C'est vraiment la ville de demain. Et ce sera sûrement l'un des grands centres de prospection au Canada. The best known stories Oh, vous savez, il faut se méfier des histoires du are Yukon. about the handful of Il y en a de bien belles qui racontent comment tel ou tel prospecteur est devenu millionnaire. Mais il ne s'agit là que d'une poignée d'hommes. Des milliers d'hommes sont venus ici, et presque tous sont sans le sou. John O'Neill est peut-être sans le sou, mais il est loin d'être découragé. N'a-t-il pas été le premier pionnier de Ross River? Et Al Cullen, c'est lui qui fit la découverte de la région de Van Goda et qui imprima à jamais sur les cartes minières du pays tout ce fantastique territoire. Oui, j'ai quitté l'armée en 1946 et j'ai décidé que désormais la prospection serait toute ma vie. J'ai travaillé à plusieurs emplois pendant l'hiver et j'ai économisé autant d'argent que je pouvais afin de pouvoir continuer pendant l'été. J'ai prospecté le district de Van Goda pendant à peu près 3 ans. Le 2 juillet 1953, je suis tombé sur cette veine de zinc et de plomb. C'était vraiment une découverte significative pour ce genre de minerai. Les possibilités d'exploitation sont immenses, très intéressantes en tout cas. Oui, ça a été difficile au début, mais les récompenses viendront en temps et lieu. Maintenant, le district est à peu près complètement exploré. Il n'y a vraiment que cette veine qui vaille la peine dans cette région. The area is a difficult area to prospect. It's pretty well all covered with overburden, and there are very few outcrops in the district in general. This, to date, has been the only outcrop found in the whole belt.
Une découverte qui donna 40 000 $ à un homme qui, pendant des années, avait un budget de 50 sous pour sa nourriture quotidienne. Ce qui voulait dire une journée de prospection de 10 000 de long, dans l'un des terrains les plus difficiles qui se puissent imaginer. La montagne, le marécage, les moustiques. Et tous les étés, pendant 12 années, cet homme est revenu dans cette région. Mais Cullen était confiant qu'il avait trouvé la clé d'une grande richesse minière. Enfin, en mars 65, il approcha la compagnie Cyrus Mines de Los Angeles, Californie. Et au cours d'une seule journée, il obtint l'aide financière nécessaire pour poursuivre son exploration et entreprendre les creusages de contrôle. Tout cela en échange de 60% des actions de l'entreprise. 3 mois plus tard, une équipe trouvait enfin le filon magique et l'ex-sergent de l'armée, devenu prospecteur, pouvait se proclamer découvreur de quelques 3 milliards de dollars en valeur minière. Une fois que Anvil Mines fut développé, Cullen démissionna de son poste comme président de cette compagnie et avec son épouse, qui s'occupait alors du magasin général pendant qu'il prospectait, il retourna à Ross River. Cette fois, il n'habiterait plus une caravane, mais une belle demeure dans une ville toute neuve. Cullen espère maintenant trouver d'autres minerais dans la région, au moins 3 veines, pense-t-il. Mais maintenant, il est soutenu par de l'argent canadien, le sien. Ross River deviendra un grand centre d'ici peu. Maintenant, les gens commencent à réaliser tout le potentiel qu'il y a ici. Moi, je ne pourrais pas vivre dans une grande ville du Sud. Il y a trop de gens, trop de bruit, et tout le monde s'y pressé tout le temps pour rien du tout. Ici, quand un homme part en forêt, il sait où il va et ce qu'il doit faire. Il n'y a personne pour lui pousser dans le dos. Et surtout, pas de klaxon et pas de téléphone. Eh bien d'abord, il faut étudier la géologie de la région. C'est très utile de connaître ce qu'il y a dans la région avant de s'y installer. J'aime bien voir le pays se développer, mais quand il y a trop de monde, je prends mes clics et mes claques et je vais ailleurs, toujours plus loin. Le Canada est un grand pays et au Yukon, il y a de la place. Il y a du poisson dans tous les lacs, de l'orignal, du caribou, assez de gibier pour vivre. On apporte seulement la nourriture de base, ou encore on se la fait apporter par avion quand on est trop loin. On peut donc toujours avoir des légumes frais, si on en veut, sans oublier le gallon de whisky ou de petit blanc de temps en temps. Ce que j'aime ici, c'est qu'on a le temps de penser. On n'a pas le temps de s'ennuyer ou de s'inquiéter. Quand on est bien fatigué, on se repose. Ça, c'est le temps où l'on commence à penser à Dieu, et puis à le remercier. D'être ici d'abord, dans ce beau pays si tranquille. C'est difficile de décrire la paix, la tranquillité du pays. Franchement, vous savez, les mots me manquent pour décrire ce qu'on ressent ici. Oui, il faut vraiment le vivre pour le comprendre. As I say, it will be hard for me to describe it. You've got to live it. It's a special peacefulness. Je regarde ces paysages du Yukon depuis que je suis né, il y a 45 ans. Quand j'étais jeune, je pensais déjà à ce qui arriverait quand je deviendrais vieux. Eh bien, ça ne fait que commencer à arriver. Et ça va se développer avec sa pleine force quand le Yukon deviendra une vraie province, avec ses mines, son agriculture, son industrie, son université, sa culture, son élite. Voilà, oui, voilà ce que sera le Yukon de l'avenir. People of imagination, this is what will make the Yukon of the future.